France Inter, franceinter.com. Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques semble un crustacé noir, gigantesque et vermeil. Et son pas plus hâtif fait reluire au soleil les deux antennes d'or qui tremblent à son casque. José María de Heredia, le samouraï. « 2000 ans d'histoire. Le 25 novembre 1970, à Tokyo, dans le bureau du chef d'état-major des forces de défense, un homme de 45 ans se donnait la mort selon le rituel séculaire des samouraïs. Il défit sa ceinture, replia sous ses cuisses le haut de son pantalon et s'ouvrit le ventre avec un poignard, tandis qu'à 2 pas derrière lui, un de ses amis tenait levé un vieux sabre du XVIe siècle avec lequel il allait lui donner le coup de grâce. C'est ainsi que devant quelques officiers incrédules, l'écrivain le plus célèbre du Japon, Yukio Mishima, replongeait son pays dans un passé qu'on croyait révolu. Cette époque où, avec leurs armures de cuir et de métal, leurs casques, leurs masques terrifiants, et avec leur célèbre sabre, le katana, les samouraïs ont dominé l'histoire du Japon pendant 700 ans. Le seigneur Toranaga vous présente aujourd'hui ces katanas en échange de ceux que vous lui avez offerts. Ils furent forgés par le maître artisan Yoriya. Le sabre est inséparable du samouraï. S'il l'oublie ou s'il le perd, il ne sera jamais pardonné. Parce que dès cet instant, vous devenez samouraï. Aude Fieschi, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Philippe Piquier un livre, Le Masque du Samouraï, dans lequel vous rappelez l'histoire de cette espèce de chevalerie japonaise qui a dominé le Japon pendant 7 siècles, du XIIe au XIXe siècle, et qui a marqué les Japonais jusqu'à aujourd'hui, jusque 130 ans, plus de 130 ans après leur disparition. Que représente un samouraï pour un Japonais d'aujourd'hui, du XXIe siècle ? Pour aujourd'hui, le samouraï, c'est le Japon traditionnel, dominé par la classe guerrière pendant 700 ans, donc une période très longue de l'histoire du Japon. Mais c'est aussi l'admiration pour des hommes courageux qui ne devaient pas craindre la mort, pour leurs faits d'armes, leur personnalité, leur code de vertu et tout l'apparat lié au combat. En un mot, c'est l'admiration pour des héros du passé. En témoignent les reconstitutions historiques de batailles avec les équipements traditionnels qui ont lieu régulièrement au Japon. Les films de Kurosawa aussi, par exemple. Absolument. Et pour certains aussi, c'est une époque où le Japon n'avait pas encore connu de domination étrangère. Alors quand est-ce qu'ils apparaissent ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'ils apparaissent ? Parce que leur histoire est à la fois ancienne et pas tellement. Ils apparaissent, je crois, dites-vous, Aude Fieschi, au XIIe siècle. Absolument. Ils apparaissent au XIIe siècle, vers 1185, après la guerre entre les Taira et les Minamoto, lorsque Minamoto no Yoritomo se fait nommer shogun par l'empereur et installe son quartier général à Kamakura. Alors le shogun, c'était le général en chef, en fait. Oui, mais justement, à ce moment-là, leur apparition correspond en fait à un tournant dans l'histoire du Japon, parce que jusque-là, il était en théorie gouverné par un empereur. L'empereur ne disparaît pas. Non. Mais à partir de maintenant, et pendant 7 siècles, ce sont les shoguns, une espèce de maire du palais, en quelque sorte, ou de premier ministre, qui vont gouverner. Absolument. Aude Fieschi. Absolument, ils vont gouverner. Et donc c'est une classe de guerriers issus de la noblesse.
Mais les shoguns eux-mêmes, parce qu'ils prennent une capitale qui est différente de celle de l'empereur. Hein, il y a eu Edo notamment, le Tokyo l'actuel, tandis que l'empereur, lui, il n'avait plus qu'un rôle honorifique qu'il jouait à Kyoto. Mais alors, les samouraïs là-dedans, qu'est-ce qu'ils font justement dans cette histoire? Eh bien, ce sont eux qui gouvernent. L'empereur n'a plus qu'un rôle annexe, si on peut dire, un rôle d'étiquette. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui a à faire avec la religion. Mais donc c'est une sorte d'aristocratie parallèle et surtout de pouvoir parallèle, puisqu'on peut le séparer en trois grandes époques, enfin, si on veut résumer très, très simplement. Et ces époques, justement, correspondent à l'endroit où se trouve le quartier général des shoguns. Alors, il y a la première époque qui est Kamakura, donc avec justement Yoritomo qui installe son quartier général à Kamakura. Donc, c'est la première époque qui va de 1156 à 1336. C'est la période de montée en puissance des guerriers. Ensuite, on a l'époque de Muromachi, qui est donc le quartier général à ce moment-là se trouve à Kyoto. Et c'est la seule fois où les deux aristocraties sont au même endroit. Et c'est une période très agitée, éclatement du pays et guerre civile. Et la troisième période, qui est l'époque d'Edo, qui durera très longtemps puisqu'elle dure 265 ans, et où le quartier général se trouve à Edo, c'est-à-dire la nouvelle Tokyo. Alors c'est une époque de féodalité, c'est la féodalité au Japon, l'époque des shoguns, de ces seigneurs aussi qui apparaîtront, ce qu'on appelle les daimyo, et au service desquels sont placés les samouraïs. Devenir samouraï est un honneur suprême pour un homme de valeur. Accepter les devoirs d'un samouraï est pour un homme l'engagement suprême. L'obéissance d'un samouraï est indéfectible. Quoique la tradition exige qu'un samouraï ne s'attende jamais à être récompensé pour un service, il est du devoir d'un suzerain d'accorder parfois une faveur à son vassal. Anjinsal recevra un village de pêcheurs au sud de Yedo. Le droit de recruter 200 écuyers pour le servir, 10 chevaux et 20 kimonos de samouraï. Alors les samouraïs, on vient de l'entendre, sont au service d'un seigneur. D'où viennent-ils ces samouraïs? Samouraï, d'ailleurs, ça veut dire serviteur, justement, je crois. Et alors, d'où venaient-ils, en fait, ces soldats? Ce sont surtout des soldats. Oui, au départ, c'était des nobles qui avaient des terres et qui tentaient de défendre leurs terres. Et pour défendre ces terres, ils faisaient appel aux familles amies et ils se sont constitués en groupe, les Bushidan, donc les groupes de Bushi, qui s'entraidaient quand il y avait besoin. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se regrouper autour des seigneurs et à défendre leurs terres. Alors, ils se regroupent autour des seigneurs. Est-ce que tout le monde pouvait devenir samouraï? Non. Non, tout le monde ne devenait pas samouraï. Il fallait avoir des qualités. Et puis, surtout, on devenait samouraï. Il fallait aussi, c'était héréditaire. Ça devenait héréditaire. Au début, évidemment, ils ont fait des groupes, mais ensuite, c'est devenu héréditaire. Et alors, il y avait aussi une condition, vous le rappelez longuement, c'était de respecter le fameux code très rigoureux des samouraïs qu'on appelait le Bushido, Wojciechowski. Oui, absolument. Ça veut dire quoi, Bushido? C'était le code, je crois, la voie du Bushi. C'est la voie du Bushi, la voie du guerrier. Et donc, nous en avons eu une explication qui a été donnée aux étrangers dans 2 livres, qui était la première explication qu'on en ait eue en tant qu'étranger, c'était Bushido, The Soul of Japan de Inazo Nitobe, et puis Mishima, dont vous avez parlé tout à l'heure, s'était intéressé à un code de guerrier qui est connu sous le nom de Hagakure, et qui est en fait les conseils que donnait un vieux samouraï
à son clan pour devenir le samouraï modèle. Mais c'est intéressant de noter que ce samouraï, Yamamoto Josho, a écrit cela très tardivement, puisque c'est la date de la fin du XVIIe siècle. Mais cela dit, on peut croire ce qui a été écrit Absolument. justement à cette époque-là. Absolument. Alors j'étais très étonné d'apprendre que parmi toutes les qualités que l'on demande à un samouraï, on pense tout de suite au courage, à loyauté. Au sommet, il y a ce qu'on appelle, ce qui s'appelle la droiture, la rectitude. Hein. C'est ça qui compte d'abord. Pour être samouraï, il faut se conduire avec rectitude. Oui. Oui. C'est la première des qualités. C'est une qualité qui est toujours montrée, oui, comme étant la première. Et c'est un petit peu flou, d'ailleurs, cette rectitude. On doit se conduire de façon droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement D'autant plus que vous le rappelez, c'était quand même des gens qui souvent trahissaient leur seigneur. Il y a eu, pendant cette époque, justement, un peu de guerre civile, de confusion entre des clans. On passait facilement d'un clan à l'autre. Absolument, on passait d'un clan à l'autre, et parce que l'homme est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible. Et donc, il fallait toujours rappeler les vertus du samouraï pour relancer un tout petit peu les vertus, justement. Alors, il y avait aussi le courage, la bravoure, bien sûr. Alors, la loyauté vis-à-vis du maître, ça, c'est évidemment essentiel. D'ailleurs, une loyauté qui est prouvée par une légende très connue, qui est la légende des 47 Ronins. Les Ronins, c'était les samouraïs qui n'avaient plus de maître. Hein. C'était une histoire absolument extraordinaire, cette légende. Oui, absolument. Donc, les samouraïs, lorsqu'ils perdaient leur maître, devenaient des Ronins, des samouraïs sans maître, et ils n'avaient plus de travail, en fait, et ni de travail, ni de quoi vivre, ce qui était une position extrêmement difficile. Et souvent, ils recherchaient un autre maître. Mais l'histoire des 47 Ronins est très, très connue du fait qu'ils sont restés extrêmement loyaux et extrêmement fidèles à leur maître jusqu'à donc venger leur maître, et ensuite ils ont été obligés eux-mêmes de se suicider, et ils se sont suicidés sur la tombe de leur maître. Oui, parce qu'il y avait un grand sens de l'honneur aussi, ça faisait partie des qualités attendues du samouraï, le sens de l'honneur, qui d'ailleurs, vous le rappelez, est très différent au fond, enfin pas le sens de l'honneur, mais qui appartient à une conception un peu différente des choses que nous avons en Occident. Vous vous rappelez cet auteur, je crois que c'était un Américain ou une Américaine, qui distinguait justement la morale japonaise de la honte par opposition à la morale occidentale du péché. Oui, c'est un Rude Bénédicte qui, dans le Chrysanthème et le Sabre, soutient effectivement qu'il y a une différence. Cela a pu être critiqué par la suite. Les choses ne sont pas si définitives que ça, mais bon, ça a été une thèse. Alors une morale qui peut aller, vous l'avez dit, jusqu'au suicide, hein, le rituel du seppuku, ce qu'on appelle, nous en Occident, harakiri. Ordre du shogun. Ogami Itto vous est démis de vos fonctions. Votre clan doit disparaître. Vous et votre fils Daigoro devez vous faire seppuku. Vous me recevez vêtu du kimono de celui qui doit mourir. C'est tout à votre honneur, grand samouraï Ogami Itto. Je suis là pour vous aider à mourir. Je vous en prie, accomplissez bien votre devoir. Ainsi, vous êtes le seigneur d'un château, d'un pays. Vous êtes un vrai grand samouraï. Et c'était un extrait du Sabre de la vengeance de Kenji Misumi. Le seppuku, enfin ce qu'on appelle le harakiri chez nous, c'était terrible. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était une condamnation ou c'était sur ordre? Les deux, en fait. La plupart du temps, c'était une décision volontaire afin de garder l'honneur. Mais il arrivait aussi qu'on vous demande de vous tuer de façon
implicite. Et dans ce cas, on déposait dans la pièce dans laquelle se trouvait la personne le couteau qui servait à s'ouvrir le ventre. Et dans ce cas-là, on savait que c'était la dernière chose qu'il nous restait à faire. Et pourquoi le ventre? Vous dites que c'est parce que le ventre était censé renfermer l'âme du samouraï. C'était l'idée que l'âme se trouvait à l'intérieur et qu'il fallait la libérer pour la faire sortir avant de mourir. Alors les armes, justement, ça fait partie de tout l'attirail du samouraï, toute la panoplie du samouraï. Il y avait ce poignard court, justement, avec lequel il se suicidait. Mais alors aussi, il y avait 2 sabres très importants. Je crois d'ailleurs que les samouraïs étaient les seuls à pouvoir porter 2 sabres au Japon. Le premier, le plus grand, était le katana. Oui, absolument. Et le plus court était le wakizashi. Donc ils avaient ces 2 sabres qu'ils portaient du côté gauche, de façon à pouvoir évidemment les sortir très rapidement quand ils en avaient besoin, et qui étaient auxquels on apportait beaucoup d'intérêt et d'attention, parce que c'était aussi considéré comme étant l'âme du samouraï. Et ils étaient généralement entourés de tout un rite shinto, donc de la religion nationale du Japon, et très souvent aussi de véritables œuvres d'art. On y attachait beaucoup d'importance. On a entendu dans cet extrait de film qu'il ne fallait pas le perdre, Absolument. perdre l'honneur que de perdre son sabre. Et alors, il y avait aussi d'autres armes, on en parle moins souvent, mais c'était les arcs. D'ailleurs, c'était des champions, c'était des grands archers, les samouraïs. Ils s'entraînaient d'ailleurs constamment sur leurs chevaux, parce que c'était aussi des hommes à cheval, comme nos chevaliers du Moyen-Âge. Absolument. Et l'arc était très important aussi, puisque c'est par là qu'ont commencé les combats. En fait, souvent, les premiers samouraïs étaient avant tout des archers extraordinaires, et donc ils devaient tuer tout en continuant à monter leurs chevaux. Donc il fallait être très adroit dans le maniement de l'arc, qui était souvent très grand et très encombrant. Et ensuite, une fois que l'adversaire était à terre, évidemment, c'était le sabre qui servait à achever l'adversaire et à lui couper la tête, puisque c'était ce qu'on faisait généralement pour pouvoir obtenir une récompense. Alors, évidemment, vis-à-vis de toutes ces armes, puisque les samouraïs se battaient entre eux, il fallait aussi se protéger. Alors là, aussi, toujours dans la panoplie du samouraï, il y a cette chose extraordinaire qui est leur tenue, leur armure, leur cuirasse d'abord, qui était en cuir, un mélange de lamelles, de cuir et de fer, je crois. Oui, c'était au départ effectivement des petites lamelles de cuir qui se superposaient de façon à ce que surtout les flèches glissent dessus, et pour empêcher les impacts du sabre. Et ce qui est étonnant, c'est la beauté de ces armures. C'est quelque chose, je crois, d'unique, et on comprend que les Japonais d'aujourd'hui continuent à s'intéresser à ces armures, parce que du point de vue esthétique, c'est absolument magnifique, et vraiment très intéressant du point de vue... Les armures et le casque. Il y avait un casque, il y avait aussi un masque assez terrifiant. Oui. D'ailleurs, l'image a été reprise dans ce film La Guerre des Étoiles, c'est Dark Vador, tout à fait. Mais alors c'est terrifiant, il y a une reproduction de ces masques qu'ils portaient sur le visage et de ces casques très larges qu'ils avaient. Ça aussi, ça comptait beaucoup. Oui, et ça, surtout le casque se prolongeait sur la nuque pour éviter évidemment les coups de sabre, et ça donnait vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant quand même. L'image, quand on avait ce samouraï en face de soi, c'était absolument extraordinaire, avec ce casque très imposant, et le masque qui apparaît relativement tard lui aussi, mais qui est... une figure grimaçante, c'est assez terrifiant. Assez terrifiant. Alors ils avaient la maîtrise de l'usage des armes, mais alors aussi d'autres activités moins connues. On oublie souvent que les samouraïs faisaient aussi de la calligraphie, de la peinture, de la poésie, ou encore étaient des maîtres dans la cérémonie du thé, qui faisaient partie de leur vie quotidienne en temps de paix. Vous avez vu beaucoup de choses. En effet. Et vous ne craignez pas la mort?
Mais parfois même vous la souhaitez. N'est-ce pas vrai? Si. Moi aussi. Cela arrive aux hommes qui ont vu ce que nous avons vu. Dans ce cas, je viens dans la maison de mes ancêtres. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé, chaque vie que l'on prend, la voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. C'est le Bushido. Alors le samouraï, on l'oublie souvent, Odfieski n'était pas seulement un guerrier assoiffé de sang, vous le rappelez, forcément il y avait des périodes de paix, surtout à partir du XVIe siècle avec une nouvelle dynastie de shoguns, les Tokugawa, qui réunifient le Japon, qui le pacifient, qui mettent un terme à toutes ces guerres de clans. Et alors là, le samouraï se trouve désœuvré, alors on le voit avoir des activités très artistiques. Absolument. Et c'était même conseillé, si l'on peut dire. On conseillait d'être un parfait guerrier, mais aussi d'avoir une certaine culture. Et donc se développe une culture samouraï, si l'on peut dire, dans beaucoup de domaines, des domaines qui prolongent un tout petit peu les activités guerrières. Donc lorsque on avait le temps, il fallait continuer à s'entraîner déjà, et puis on pouvait aussi s'adonner à des choses, à des activités qui étaient moins guerrières, qui étaient plus des activités liées à l'art et liées à la littérature et à la poésie. Et donc on développait aussi cet aspect de l'homme pour en faire un homme complet. Et puis la cérémonie du thé aussi qui comptait beaucoup. Oui, et c'est étonnant de penser que ces guerriers pouvaient justement s'asseoir pendant quelque temps tranquillement et d'assister à cette cérémonie du thé, mais elle avait pour but de ménager des moments de tranquillité, de réflexion pour des guerriers qui, par ailleurs, devaient réagir très rapidement dans toutes les activités guerrières. Et cela a développé dans le domaine des arts en général une réactivité et aussi le sens du détail et le sens d'une certaine comment dire enfin, de certain raffinement. Un raffinement, oui. Le monde que vous décrivez, Odfieski, vous qui êtes en plus une femme, c'est un monde d'hommes, c'est un monde même très macho. Vous le rappelez, la femme là-dedans, elle compte pas du tout. Oui. Elle compte pour du beurre, elle est bonne pour la reproduction des samouraïs, si je puis dire. Mais il y a même un mépris des femmes tout à fait extraordinaire. Ceci à partir de l'époque Tokugawa. Dans un premier temps, la femme avait un rôle plus important. Tout à fait au début des samouraïs, parce qu'elle était à ce moment-là, elle faisait partie de la maison des guerriers. Mais il est vrai qu'avec le confucianisme, le rôle de la femme diminue et elle est réellement considérée comme moins importante. Il y a un machisme, effectivement. Et jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin de cette époque des samouraïs, avec l'arrivée notamment des Américains, des étrangers, l'ouverture du Japon sur le reste du monde avec l'empereur Meiji, qui met fin donc à la fois au pouvoir des shoguns et également à ceux des samouraïs. Mon père était samouraï. Son père et le sien, et le sien, et le sien. Depuis 4 siècles, ils sont tous morts en combattant. C'est le très grand honneur de notre famille. L'homme a besoin d'idées qui l'aident à vivre. Et qu'est-ce qu'on peut acheter avec des idées? Mais aujourd'hui, tout est changé. Le Japon, qui a connu beaucoup de guerres entre seigneurs, est devenu maintenant un pays très différent. Bientôt, une grande nation comme la vôtre. Alors, la vie des samouraïs s'achèvera.
les sabres resteront au fourreau. Les samouraïs deviendront fermiers, pêcheurs, deviendront plus rien. Quand et pourquoi est-ce que les samouraïs ont disparu, qui en tout cas ont été interdits par l'empereur une fois que le pouvoir impérial est restauré, que les shoguns disparaissent et les samouraïs? Eh bien, ils disparaissent au moment, bien sûr, où la restauration de Meiji, mais pas totalement. Il y a quand même, entre 1868, où les samouraïs remettent eux-mêmes l'empereur au gouvernement, puisque c'est eux qui remettent l'empereur au gouvernement, ce sont les samouraïs eux-mêmes. Il y a une période de 10 ans où ils existent toujours, et entre 1868 et 1878, je crois, où ils sont toujours là. Mais petit à petit, ils disparaissent et on doit démocratiser le Japon. Donc à ce moment-là, on interdit le port du sabre, on interdit leur coiffure. Et petit à petit... Qui considèrent comme un déshonneur, beaucoup d'entre eux vont se faire seppuku, justement, à ce moment-là. Alors beaucoup d'entre eux vont quand même rejoindre, parce que le Japon a besoin d'une armée, plus que jamais, puisque le Japon des Meiji, il va se lancer dans plusieurs guerres. Mais alors, ils intègrent l'armée, et d'une certaine manière, on va retrouver les valeurs des samouraïs, sinon leurs armements, sinon leurs traditions, mais les valeurs dans l'armée. Évidemment, on pense tout de suite au mépris de la mort qu'avaient les samouraïs, et qu'on retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les kamikazes, ou encore plus tard avec le suicide de Mishima que j'évoquais en début d'émission, qui après la Deuxième Guerre mondiale déplorait au fond la perte de ses valeurs par le Japon, Odfieski. Oui. En fait, les Japonais sont un peu déçus de ce qu'ils trouvent à l'ouverture du Japon. Dans un premier temps, ils sont très heureux de découvrir la modernité, ils découvrent quelque chose de nouveau, mais ils reviennent aux valeurs traditionnelles. Et ils se rendent compte qu'il y a tout un passé qui était très riche et qu'ils veulent réactualiser. Et effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ressort ce passé des samouraïs et on essaie d'appliquer à tout le Japon les vertus des samouraïs. Et ça donne, évidemment, le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire, et beaucoup de détermination et beaucoup de sacrifices. Vous me disiez hors antenne, ce goût de la perfection qui est vraiment poussé à l'extrême, y compris dans l'entreprise, pas forcément dans l'armée, aujourd'hui. Oui, donc on se définit comme héritier des samouraïs et de leurs vertus, mais on développe ces vertus à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'excellence que l'on rencontre dans la culture japonaise et qui est issu du développement de la compétition. Les jeunes samouraïs étaient éduqués dans le désir de compétition d'être toujours les meilleurs, et ça on le retrouve, et ça a aussi des effets positifs. Mais on note aussi la survivance d'une autodiscipline issue des codes de guerrier et qui, avec le poids des idées confucianistes, limite l'expression de l'individu au sein du groupe. Merci Odfieski. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Le Masque du Samouraï, publié aux éditions Philippe Piquier. À lire également Les Samouraïs de Lionel Dumarsais aux éditions De Vecchi. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Le Sabre de la Vengeance, disponible en DVD aux éditions Wildside, Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick chez Warner Home Video, Le Soleil Rouge de Terence Young en DVD aux éditions Studio Canal, ainsi que le téléfilm Shogun de Jerry London, disponible en DVD chez Paramount. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Deux mots encore pour vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la mort de Jean-Pierre Vernant, grand philosophe et historien, spécialiste de l'Antiquité grecque. Jean-Pierre Vernant, que vous pourrez entendre tout à l'heure à 15h dans Là-bas si j'y suis, qui rediffuse une émission qui lui était consacrée. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Pierre Mendès France à l'occasion du centenaire de sa naissance.